lié à l'islamisme. Il y a eu plusieurs attentats ces dernières semaines, mais chaque fois le pouvoir politique ou le système judiciaire disait ce n'est pas un attentat, c'est pas un geste terroriste, c'est un loup solitaire, c'est un cas psychiatrique. Donc chaque fois, la violence politique était présentée comme un dérèglement psychiatrique dont on devait autrement dit, l'inscrire dans la rubrique des faits divers, finalement, plutôt que dans la rubrique politique. Et alors, curieusement, en plus, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de vidéos qui ont été faites de gens qui avaient des téléphones intelligents et tout ça, et on a vu que les deux adeptes de la religion de la paix avaient planifié leur coup. Ils ont tué de 100 fois. Ils étaient bien préparés. Ah, ils savaient Autrement dit, c'était pas deux loups solitaires. Ils avaient été entraînés peut-être en Syrie ou en Irak ou ailleurs. Mais ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils savaient quand frapper. C'était le mercredi. Ils étaient professionnels. Oui. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Et là, il n'est plus possible devant un tel attentat de faire semblant que ce ne sont que deux loups solitaires radicalisés devant leur ordinateur dans une cave crasseuse. Nous sommes devant une figure du terrorisme à part entière. Mais là, il va falloir faire attention. J'en entends plusieurs dire c'est le terrorisme qui frappe la France. Pourrait-on être un peu plus précis? Oui, ce n'est pas le terrorisme générique, c'est le terrorisme islamiste. Oui. Tout comme quand on entend un individu radicalisé. Mais radicalisé par quoi? Je veux dire, un souverainiste québécois radicalisé, il veut simplement devancer la date du référendum. Oui. Un conservateur canadien radicalisé, il veut fermer Radio-Canada. Eh bien, un islamiste radicalisé, c'est autre chose. Donc peut-être serait-il temps de cesser de se cacher, ou quand on parle de fanatisme religieux, eh bien, un instant, à un moment donné, il va falloir être capable de nommer les choses, et nommer les choses dans les circonstances, ça veut dire nommer l'islamisme. Et j'ajouterai une chose. On voit cet événement sous le signe, donc c'est un attentat parmi d'autres. Pour peu qu'on prenne au sérieux, c'est une hypothèse, quelquefois on l'évoque en France, avec effroi évidemment. On se demande, y a-t-il une possibilité de guerre civile en France? Si on décide de prendre la nation... voilà pourquoi j'ai dit, prenons au sérieux cette hypothèse, sans dire nous y sommes, mais prenons au sérieux ce que pourrait vouloir dire la guerre civile dans un monde comme celui d'aujourd'hui. Évidemment, c'est pas une guerre civile avec deux armées, chacune de leur côté, pour la conquête d'un pouvoir national. Mais imaginons ce qu'on pourrait appeler une guerre civile soft, ou à tout le moins des violences urbaines, des violences politiques, des violences religieuses, régulières et répétées, imprévisibles à certains égards, mais qui peuvent frapper partout sur le territoire. Il se pourrait que si on veut revisiter la notion de guerre civile, tout en sachant qu'on n'a pas à se projeter dans cette hypothèse, mais prenons-la au sérieux un peu. J'ai entendu souvent l'idée suivante, c'est que la France a connu des guerres de religion sanglantes au XVIe siècle avec l'émergence du protestantisme. Ça a mené à l'édit de Nantes, qui a été révoqué par Louis XIV, etc. Bon, des gens me disent que la France semble revenir à ce XVIe siècle de guerre de religion, non plus catholicisme, protestantisme, mais islamisme et société, démocratie libérale en un sens. Oui, mais ça c'est assez intéressant, c'est-à-dire une guerre de religion. J'aimerais savoir lesquelles sont en jeu. C'est pour ça que je parle de démocratie libérale et islamisme. Non, je crois on pourrait parler de guerre d'idéologie à la rigueur, mais je pense, je comprends l'hypothèse, je comprends la comparaison. Elle n'est pas inutile, mais ce qu'il faut nommer dans les circonstances, c'est aussi penser la nouveauté radicale de la situation. En quoi consiste-t-elle? La nouveauté radicale, je crois, c'est le développement dans des banlieues d'immigration plus ou moins récentes d'un islamisme, donc d'un islam des banlieues, hein, l'islam des banlieues et l'islamisme ont peut-être plus de liens. Quand je dis islam des banlieues, je le distingue de l'islam comme grande tradition religieuse, mais l'islam des banlieues françaises est-ce qu'on peut le distinguer si facilement que ça de toute forme d'islamisme, ou est-ce qu'il n'y a pas quelquefois est-ce que l'un est nécessairement une dérive de l'autre, ou est-ce que les deux sont pas en train de se développer de la même manière, se nourrir l'un l'autre? Alors, ce sont des questions qui, évidemment, sont difficiles à poser aujourd'hui parce que, évidemment, l'accusation qui vient, on la connaît, c'est islamophobe, raciste, xénophobe, bandit, tout ça. Peut-être sera-t-il nécessaire de nommer les choses maintenant, là, et les nommer, c'est jamais agréable. J'ai l'impression, enfin, il est peut-être trop tôt pour en parler, mais que c'est un point de bascule. On a vécu pendant des années avec la bien-pensance multiculturaliste, avec nos bonnes élites qui essayaient de corriger un certain langage populaire qui visait certains groupes, etc. Il fallait être très, très, très javelisé, qui est une expression qui est très forte chez vous. On peut plus être... Cet attentat à Paris va être un point de bascule, va forcer les gens de dire les choses telles qu'ils les voient. Rappelez-vous les attentats de Mohamed Merah à Toulouse, qui avait descendu des militaires français, par ailleurs musulmans, les accusant de trahison et tout ça.
dans les jours qui avaient suivi, on avait accusé, c'est assez fascinant, parce que le retournement de l'accusation est toujours fort, on avait dit finalement Mohamed Merah était un jeune garçon tout à fait joyeux, il a été radicalisé par une société française qui pousse à l'exclusion ces musulmans des banlieues. Autrement Donc, les Français étaient les coupables. Les Français étaient les coupables de l'attentat qu'ils subissaient. Ce qui va être intéressant dans les prochains jours, c'est de voir si ce réflexe, à mon avis, moralement répugnant, va revenir, ou est-ce qu'on va assister à une forme de, non pas de libération de la parole haineuse comme certains le croient, mais d'une possibilité de dire les choses, une lucidité froide et implacable qui est à l'origine, je crois, de toute analyse sérieuse du problème. Quel sera le rôle des élites en France, à votre avis, qu'on accuse souvent d'être trop molles, de ne rien voir, je me le demande. Je crois que les élites vont se scinder autour de ça. D'un côté, il va y avoir la tentation du pas d'amalgame. Hein, vous savez, pas d'amalgame, pas d'amalgame, jamais faire d'amalgame de quoi que ce soit. Bon, ok. De l'autre côté, une partie des élites sont de plus en plus conscientes de la réalité d'un pays qui connaît une fracture intime, qui connaît une division brûlante, autrement dit, un pays qui couvre en lui les germes de conflits sociaux, de conflits politiques, de conflits religieux violents. Y aura-t-il une fracture à l'intérieur même des élites autour de cette question, où est-ce qu'on risque d'assister, et ça serait terrible, d'un côté des élites qui répètent le pas d'amalgame, et de l'autre côté, une interprétation réaliste de la chose qui serait confisquée par le Front National. Je vous rappelle que les régionales en France sont pour tout dans pas longtemps. Je sais, mais ça serait... Ça va être un révélateur. Finkielkraut a une formule tout à fait remarquable. L'écrivain, l'académicien maintenant. Oui, le philosophe, qui dit il faut cesser de faire le cadeau du réel au Front National. Autrement dit, il faut cesser de se faire croire que tout va bien, puis laisser le monopole de la critique des dérèglements de notre société aux forces radicales. Oui. Bon, alors là, autrement dit, est-ce que les partis de gouvernement, et on peut s'attendre, est-ce que les partis de gouvernement vont être capables d'être à la hauteur de l'événement? Mais je dirais une chose. François Hollande, jusqu'ici, a été un homme très décevant dans sa présidence, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Quelquefois, le drame permet à un homme de révéler sa meilleure part. Est-ce qu'il sera à la hauteur du drame terrible qui frappe la France aujourd'hui? Parce qu'on dit attaque contre la liberté d'expression. C'est vrai. Mais c'est aussi attaque contre la France. Attaque contre la civilisation, attaque contre toute une certaine idée de l'existence. Alors, j'espère qu'on ne va pas avoir des gens qui vont dédramatiser ce qui arrive. Il y a aussi autre chose, Mathieu Bock-Côté, c'est que les adeptes de l'islamisme sont prêts à mourir pour leurs idées. Est-ce que le vis-à-vis qui est de la démocratie libérale, qu'il soit chrétien, athée, peu importe, est-il prêt à mourir pour la démocratie libérale, ou est-ce que le concept d'Allah est beaucoup plus mobilisateur des forces vives de l'être humain que de la démocratie libérale? Je crois que c'est une question fondamentale qui est posée. J'aime rappeler qu'entre 39 et 45, ce n'est pas simplement au nom des droits de l'homme que De Gaulle ou Churchill ont lutté contre les nazis. Oui. Et ce n'est pas simplement au nom des droits de l'homme que Lech Walesa a lutté contre le communisme dans son pays. C'était au nom de l'identité polonaise, l'identité du catholique, l'identité nationale et religieuse polonaise. De Gaulle, c'était au nom de la France. Churchill, c'est au nom de la grandeur impériale britannique et de l'Occident. Est-ce qu'on va revenir à des concepts qui ont été très dilués depuis la Deuxième Guerre mondiale? C'est le sens de la question. Est-ce qu'on va revenir au patriotisme, à l'honneur, au tragique dans l'histoire? J'ai toujours cru que nos sociétés ne peuvent se redresser qu'en redécouvrant cette part enfouie d'eux-mêmes. Et donc, on nous l'offre, les islamistes nous l'offrent en cadeau. Et bon, c'est pas une bonne nouvelle, ça, dit en passant. Non, parce que il y a des hommes qui ont le goût du tragique. C'est-à-dire, ils ne se réalisent et ne s'accomplissent que dans le tragique. Je crois que la plupart d'entre nous ne sommes pas de cette catégorie. Nous aimerions vivre dans une société libérale, paisible, pacifique, apaisée, et ainsi de suite. Ce qu'on peut espérer, toutefois, c'est qu'une crise comme celle-là, qui exige des ressources immense pour la traverser. Morale, existentielle, spirituelle peut-être même. Ça va réveiller des vocations d'hommes d'exception capables de traverser une crise semblable. Donc, mais vous avez raison de dire, la démocratie libérale par elle-même ne peut jamais se sauver. Ça, j'en suis absolument convaincu. Elle est indispensable. C'est le joyau politique de notre civilisation. Mais ne nous trompons pas, la démocratie libérale a besoin d'un sens de l'histoire, d'un sens du tragique, d'un sens de la nation, d'un sens de la civilisation. Et tout ça, on l'a liquidé ces dernières années au nom de la déconstruction. J'espère qu'on va être capable de le redécouvrir. Donc on va reconstruire, mais à partir d'un passé qu'on a oublié. Mais le passé... C'est pas le garant d'une nouvelle forme de...
j'aime pas le mot fascisme avec la nouvelle qu'on a reçue aujourd'hui, les attentats à Paris. Mais est-ce que, comme on a perdu ce sens du passé, des racines, de l'honneur et tout ça, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'idéaliser un âge d'or et ensuite de répondre? C'est fascinant parce que le fascisme, le général de Gaulle et Roosevelt et Churchill et les résistants, oui. Ils se sont battus contre le fascisme au nom de la patrie. On a tendance à l'oublier très souvent. On fait semblant finalement que c'est simplement au nom des droits de l'homme qu'on a préservé la démocratie en Europe. Un instant. Mais à l'époque, on était plus enracinés qu'aujourd'hui. On n'avait pas déconstruit autant. Oui, mais il y a quelque chose d'insensé à l'idée d'assimiler l'enracinement, la nation, l'identité à quelque chose comme du fascisme. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, bien franchement, c'est pas un éventuel retour du fascisme. Ce qui m'inquiète, c'est la dilution de nos sociétés, la perte du sens des repères indispensables à l'existence, c'est l'affaissement anthropologique des sociétés occidentales. Et cela dit, je crois que nos sociétés ont des réserves de sens, encore doit-on les retrouver. Pensez-vous que l'Église catholique puisse aider à ça, avec le pape François notamment? Je formulerai autrement. Je pense que l'Europe ne peut plus faire semblant qu'elle n'a pas de racines. Elle ne peut pas faire semblant que sa mémoire religieuse ne compte pour rien. Elle ne peut pas faire semblant que son héritage religieux n'est qu'un héritage parmi d'autres dans la diversité plurielle. C'est l'Église catholique qui le lui rappelle avec le plus de force. Oui, mais quelquefois vous remarquerez qu'il y a des non-croyants qui reconnaissent l'importance fondatrice et civilisationnelle de l'Église. Mais c'est pas une institution. C'est pas une institution, mais mais je note que quelquefois les individus, les philosophes, les intellectuels qui servent le meilleur rappel possible de la mémoire catholique ou de la mémoire chrétienne de l'Europe, quelquefois, sont quelquefois des laïcs et même pas toujours des chrétiens, soit dit en passant. Les penseurs les plus intéressants de la nation aujourd'hui en Europe sont quelquefois d'ailleurs d'origine juive. On peut penser par exemple à un Finkielkraut, à Dominique Schnapper, Zemmour, on pourrait en nommer d'autres qui ont une conception assez riche de la nation. Alors moi, tout ce que je dis ici, c'est qu'on revient à l'essentiel. On ne peut pas traverser une crise comme celle-là avec les seules ressources de la démocratie libérale. On ne doit jamais oublier toutefois que la démocratie libérale est le cadre politique indispensable de nos sociétés. C'est un cadre, mais c'est pas une référence fondatrice. Elle l'est aussi, mais elle ne peut pas être une référence fondatrice exclusive. Elle est devenue élément de civilisation. La démocratie n'est pas qu'un régime, c'est devenu une civilisation. Mais elle n'épuise pas les fondements anthropologiques ou existentiels de la cité. Et ça, on l'a oublié. Je crois. Mathieu Bocoté, vous avez quand même fait un bilan d'année 2014 au Québec, à l'étranger. Il y avait déjà deux nouvelles liées un peu à l'attentat d'aujourd'hui. Le mot radicalisation, on l'a déjà assez bien traité. Les assassinats filmés de l'organisation l'État islamique qui donne froid dans le dos. Mais vous en parliez aussi. Oui, mais c'était l'horreur absolue. C'est-à-dire qu'est-ce qui est assez fascinant avec ça, c'est la profonde compréhension de la part des islamistes, de l'État islamique, de la logique médiatique occidentale. Et des perversions qui constituent nos sociétés. En plus, ils ont bien compris le jeu. Ils ont une espèce de capacité de jouer sur les peurs, la mise en scène de ces peurs, l'horreur qui va frapper, qui va tétaniser les populations, qui va déstabiliser les gouvernants. Alors, quand on pense à l'année 2014, c'est l'apparition, autrement dit, il y a de la relève dans l'islamisme le plus fou furieux. Al-Qaïda n'est plus seul, il a été déclassé d'une certaine manière. Alors c'est assez fascinant. Mais je crois que ça nous oblige à penser une chose. Un historien français disait nos sociétés sont si optimistes qu'elles ont oublié l'existence du mal. Et des gouvernants qui oublient l'existence du mal sont des gouvernants irresponsables qui précipitent leur société dans l'abîme. Il faut redécouvrir la possibilité, l'hypothèse du mal. La politique ou le politique se fonde dans la métaphysique, alors? Mais bien évidemment, une conception strictement gestionnaire, administrative de la politique, juridique de la politique, ce n'est pas de la politique. Alors, il faut redécouvrir cette part de sacré, appelez ça comme vous voulez, cette part anthropologique, sans quoi le politique n'est plus du politique. Avec cet éclairage, Mathieu, vous avez également parlé de l'échec de la charte des valeurs. Est-ce que tout cela prendrait une nouvelle coloration au vu de tout ce qu'on a dit sur les attentats à Paris, l'État islamique, etc.? Faut pas tout mélanger. Pour ce qui est de la charte... mais l'Occident est concerné. Je pense que
si on veut l'inscrire dans une perspective plus large, une charte des valeurs empêchera pas demain matin s'il y a des... Non, mais est-ce qu'elle prend une prégnance plus oui, forte? Je comprends votre question. Je dirais que la charte des valeurs, certains avaient voulu la réduire à une espèce de... Certains disaient un code vestimentaire. Oui, oui. Je pense la comprenant bien, quand je dis que c'était le drame de l'année 2014 d'un point de vue de la politique québécoise, c'était l'échec de la charte des valeurs, c'est qu'il y avait eu toute une démarche de réaffirmation identitaire, de réaffirmation nationale, dont la charte des valeurs était un peu l'aboutissement. La volonté de reconstituer un espace commun qui transcende les particularismes, la volonté de rappeler que la cité, c'est pas une simple addition d'individualité, mais c'est aussi une culture commune. Eh bien, l'échec de la charte des valeurs, c'est l'échec d'une réaffirmation du commun dans nos sociétés. Une cité, c'était également une personne, une déesse ou un dieu dans la Grèce antique. On était attaché à quelqu'un. Ben, vous savez, le drame des sociétés occidentales contemporaines, j'utilise souvent le mot drame, mais parce que je pense que il faut sortir d'une vision trop limitée de ce qui nous arrive. On s'imagine que toutes les sociétés sont interchangeables. D'ailleurs, quand vient le temps de les définir, on dit qu'est-ce qui définit notre société? C'est la valeur de la consommation, la liberté. Oui. Bon, d'accord, mais à ce compte-là, la Pologne, c'est Israël, et Israël, c'est les États-Unis, et l'Allemagne, c'est la Finlande. Tous les pays sont absolument identiques si on se contente des définitions officielles qu'ils ont tendance à donner d'eux-mêmes. Ce qui fait qu'une cité est davantage qu'une association contractuelle d'individus interchangeables, c'est la culture, c'est l'histoire, c'est la mémoire. Or, il va falloir